Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie du travail à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais aborder dans cette leçon la question du rapport du travail avec l'outil. C'est une question qui, pour le coup, fait partie véritablement de l'analyse de la philosophie du travail. Parce que l'outil, on va le voir, il a directement un rôle dans le travail. Non pas qu'il en change la nature, quoique parfois on peut se demander, mais qu'il en conditionne tellement l'exercice que c'est quelque chose qui change beaucoup de choses. L'efficacité en est démultipliée, et c'est d'ailleurs le rôle essentiel de l'outil. Autre rôle essentiel, évidemment, c'est que le caractère de pénibilité du travail est diminué. Mais j'analyserai tout cela au cours de la leçon, à savoir que je montrerai que finalement, toutes les phases du travail peuvent être changées par l'outil. Alors d'abord, avant d'aborder en elle-même la leçon, je voudrais faire une étude préalable par rapport à ce que c'est que la nature même de l'être humain, de son corps, en montrant que ce corps humain, qui n'est pas doté d'outils naturels très puissants. Bon, certes, on possède les dents naturellement pour mâcher la nourriture, mais on ne possède pas des crocs précis, puissants, comme on le voit chez les carnassiers. On ne possède pas des griffes au bout des doigts qui permettent d'attraper des proies. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde objectivement le corps humain, c'est un corps extrêmement fragile, à tout point de vue. Il court lentement par rapport aux animaux. Comme les singes, il ne peut pas grimper aux arbres aussi souplement. Il ne possède que 2 mains, alors que les singes en ont 4. Au niveau de sa vision, la vision est certes en couleur, elle est agréable, la vision humaine, mais elle n'est pas capable de voir avec des détails aussi précis que l'aigle. Et donc lorsqu'on regarde le corps humain, on se dit que c'est un corps mal choisi pour être le réceptacle de l'esprit. Eh bien, en réalité, en regardant tous les animaux qui existent dans la nature, on se dit que le fait que l'esprit soit apparu chez des primates, donc l'Homo sapiens, en fait, c'est quelque chose qui est une chance extraordinaire et qu'il y a peu de formes animales où le corps soit si adapté, aussi bien adapté à la réception de l'outil. Par exemple, il suffit d'imaginer que l'esprit, pardon, pas l'outil, l'esprit, comment dire, ait eu comme réceptacle le corps d'un canidé. Ben, le canidé, il n'a pas de main avec un pouce opposable qui lui permettrait d'attraper des choses. Et donc, les outils qu'a le chien, c'est uniquement dans sa gueule. Alors, il a des outils pour attraper des proies, l'odorat, etc. Mais jamais, au niveau du travail, au niveau des œuvres artistiques, un chien n'aurait pu réaliser autant que ce que peut faire un homme avec son corps qui paraît si fragile. Le dauphin, par exemple, c'est la même chose. Pas de main, donc pas de capacité de préhension, d'outils qui peuvent prolonger les mains. Alors, lorsqu'on regarde la totalité des animaux qui existent sur Terre, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas un animal qui pourrait être véritablement corporellement, de manière efficace, réceptacle de l'esprit. Donc en réfléchissant, je me suis dit que peut-être du côté, je dirais, du poulpe, des pieuvres, c'est-à-dire ces animaux qui en fait ont une intelligence animale assez développée, qui n'ont pas d'esprit évidemment, mais qui ont, avec leurs tentacules, véritablement de quoi attraper. Et d'autre part, avec ces couleurs qu'ils changent à volonté pour exprimer un langage, eh bien on peut dire qu'ils ont quelque chose d'aussi riche potentiellement que ce qu'est le langage articulé humain qui se situe dans la gorge grâce à un organe nouveau qui n'existe pas chez les singes. Bon, c'est une remarque en passant, évidemment, mais on peut dire en tout cas que le corps de l'homme tel qu'il est, c'est effectivement le corps le plus adapté à être réceptacle de l'esprit, justement à cause de son absence de spécialisation.
Cependant, le corps de l'homme, on peut dire qu'il a reçu deux outils sur lesquels je voudrais insister. Le premier, évidemment, c'est la main, qui permet d'attraper et donc de prolonger le geste avec d'autres outils. La main en elle-même n'est rien. La main chez le singe, elle ne sert pas à grand-chose. Si, ils fabriquent quelques outils, ils peuvent prendre un caillou pour casser une noix. C'est évidemment le rapport de la main avec l'intelligence qui rend cette main si importante. L'autre outil que je voudrais manifester, et qui cette fois n'est pas en rapport avec les travaux d'ordre manuel, que ce soit le travail artistique à la recherche du beau ou le travail efficace à la recherche de l'utile, mais un outil qui est au service, je dirais, du travail intellectuel, du travail affectif, du travail d'éducation, du travail de communication. Eh bien, c'est justement le langage articulé. On n'imagine pas à quel point cet outil-là est important. Il n'y aurait pas le langage articulé, on pourrait tout à fait communiquer avec le langage des sourds-muets. Et l'être humain, j'en suis persuadé, aurait inventé un système de communication comme celui-là. Parce que lorsqu'on a l'intelligence, on fait feu de tout bois. Il n'empêche que la présence de ce langage articulé, qui est si naturel au service d'une intelligence qui doit communiquer pour coopérer avec d'autres, c'est quelque chose de fantastique qu'il faut remarquer. Et donc, je veux insister sur ces deux outils naturels, sans oublier évidemment les autres, l'audition, la vue, donc tous les sens qui sont au service du travail, des choses extrêmement importantes. Alors ceci étant dit, ces outils naturels ayant été manifestés, on peut se demander maintenant si l'outil, donc celui qui prolonge le geste, s'il change la nature du travail ou s'il ne fait que la conditionner, l'améliorer. Alors, évidemment, si je fais cette question-là, si je me pose cette question-là, je ne vais pas y répondre simplement dans le domaine de l'exécution, donc ce que j'appelle le travail au sens propre. Mais je vais poser cette question-là par rapport à l'analyse totale de l'activité artistique, ce qui permettra d'ailleurs d'en réviser le contenu. Donc je rappelle que l'outil, c'est un instrument extérieur, maintenant, au corps humain, puisque je ne parlerai plus seulement des outils naturels que notre nature nous a donnés, et qui permet d'améliorer l'efficacité d'une phase ou de l'autre de l'activité du travail. Alors, il faut se souvenir, je l'avais dit au début de ces leçons, l'activité artistique, elle commence par des expériences artistiques. Et aussi, elle se prolonge lorsqu'on veut arrêter dans la durée ces expériences, les prolonger dans la contemplation artistique. C'est-à-dire qu'on est fasciné par quelque chose de beau, on en éprouve un plaisir intense, et c'est ça qui va peu à peu nous donner envie de passer à une étape efficace, l'inspiration, le choix des moyens, le travail. Alors, est-ce qu'il existe des outils qui peuvent permettre d'améliorer l'efficacité de l'expérience artistique ou de la contemplation artistique? Eh bien, je dirais que oui. Et on en trouve très anciennement. On en trouve, par exemple, dans les anciens peuples. Je veux parler par là principalement de deux choses. D'abord, certains produits chimiques qui viennent démultiplier la puissance de l'imaginaire, puisque dans l'expérience artistique, l'imaginaire est très présent, mais aussi la puissance des sens. Je parle en particulier des drogues hallucinogènes. Mais aussi, il peut y avoir le rôle de la musique, c'est-à-dire d'œuvres qui démultiplient l'expérience artistique, par exemple, de la vision. Lorsqu'on regarde un coucher de soleil et qu'il y a un fond de musique adapté, on se rend bien compte que l'expérience artistique en est agrandie et se prolonge naturellement dans la durée grâce à cette musique adaptée. Donc en contemplation artistique. Lorsque on regarde ce qu'on appelle les drogues hallucinogènes, on ne peut pas nier que parfois elles sont capables de stimuler les sens au point que le monde paraît différent, comme lumineux,
revêtus d'une lumière intérieure que, dans un état normal, les gens ne voient pas. Cependant, il faut bien regarder un petit peu ce que provoquent ces drogues. Elles peuvent provoquer un voyage dans des images fantastiques, donc une expérience absolument fascinante. Elles sont aussi source de plaisir. Mais c'est quelque chose de tellement artificiel qu'elles provoquent un désir de retrouver ce plaisir dû aux drogues. Si bien que dans ce paradis artificiel, paradis de rêve, paradis d'expérience artistique, les personnes se détruisent. Les récepteurs de leur cerveau deviennent saturés de ces produits chimiques et peu à peu, pour obtenir de nouveau la même expérience artistique, ils vont prendre davantage de produits. N'empêche qu'on voit bien que chez certains artistes, il y a cette tentation d'augmenter l'expérience artistique et la contemplation artistique par l'usage des drogues. Donc pour ce qui est de l'expérience et de la contemplation, ce sont plutôt les drogues hallucinogènes. Et lorsqu'il s'agit de trouver l'inspiration et aussi de choisir les mots ou les moyens qui vont permettre de réaliser cette inspiration vers l'idée, eh bien, quelquefois, ils utilisent des drogues excitantes, des drogues qui permettent de travailler davantage. On sait que certains écrivains, par exemple, pour arriver à tenir, pour arriver à écrire leur poésie ou leurs livres, pratiquaient l'usage de la cocaïne, qui est un excitant. Et on sait aussi les conséquences que ça a. Donc souvent, les grands artistes inspirés, d'abord parce que l'inspiration leur vient d'une souffrance dans leur psychisme, donc que la drogue leur donnait l'impression de calmer cette souffrance, mais aussi parfois pour provoquer davantage d'inspiration, eh bien, utilisaient ce genre de produit. Et à long terme, cela aboutissait à la destruction de l'artiste lui-même. Alors par contre, si j'analyse cet outil qui est de l'ordre de la musique et aussi, pourquoi pas, de toutes sortes de formes d'œuvres d'art qui permettent d'avoir rapidement des expériences artistiques, comme des films très bien faits, accompagnés de musique, eh bien là, je dirais que le danger est bien moins grand, parce qu'on n'utilise pas un produit qui vient détruire le cerveau. Donc une œuvre achevée, une œuvre réussie, est un outil qui permet de provoquer davantage de contemplation artistique, davantage d'expérience artistique. Avec la qualité de ces outils, lorsqu'on regarde le perfectionnement du cinéma, lorsqu'on compare par exemple le cinéma d'il y a un siècle, qui était en noir et blanc, les trucages qui n'étaient pas au point, lorsqu'on regarde simplement le cinéma d'il y a 20 ans, je comparais par exemple l'autre jour un film sur Jésus qui s'appelle Jésus de Nazareth de Zeffirelli, à un film de Mel Gibson qui est sorti donc en 2007 je crois, et qui parle de la passion du Christ. Lorsqu'on compare la qualité de la mise en scène, la qualité des costumes, la qualité de l'image, eh bien on constate qu'il y a un progrès dans l'outil cinématographique. Et donc que les expériences artistiques peuvent être beaucoup plus fortes. On peut imaginer ce que produira l'utilisation de 3 dimensions, et peut-être même de 4 dimensions en ajoutant le parfum, la sensation du vent, etc. Sachant tout de même que ces choses-là ne sont pas encore au point, qu'elles donnent des nausées assez facilement. En tout cas, dans le cadre de films qui ne sont pas trop rapides, qui sont doux, l'usage de ce progrès-là augmentera encore en rendant les choses encore plus réalistes, la qualité des expériences artistiques et des contemplations artistiques, sans compter les expériences mystiques et les contemplations mystiques. Mais aussi les expériences affectives et les contemplations affectives. Bref, il démultipliera l'expérience au sens littéral du terme. Et ça peut être tellement fort, attention, c'est que ce monde de rêve peut quelquefois pousser des gens à fuir le monde réel, qui est si peu lumineux en comparaison. Alors est-ce qu'il existe maintenant des outils qui permettent d'améliorer l'idéa, le projet artistique? Alors, lorsqu'il s'agit de projets pour des œuvres utilitaires, donc quelque chose qui est de l'ordre du travail de l'ingénieur,
je dirais que l'outil le plus fantastique qui a amélioré ce travail, c'est l'outil informatique. Et ça, on ne peut pas le nier. Lorsque dans le temps, on devait fabriquer un pont à l'époque des Romains, on n'avait aucune notion du rapport entre la masse et l'épaisseur des matériaux. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On tâtonnait. On le voit bien en Égypte antique avec les pyramides. Il y a eu des tentatives. La pyramide de Saqqara, elle est à étages. Ensuite, on a tenté des pyramides avec une pente véritablement régulière. Et comme la pente avait été choisie trop forte, on ne savait pas. Les pierres se sont mises à s'écrouler. Donc on a dû rectifier, ce qui donne des pyramides rhomboïdales, ça veut dire qui ont une forme tout à fait irrégulière, avant d'arriver à la perfection, les pyramides de Gizeh. Maintenant, à notre époque, avec l'outil informatique, donc qui peut être capable de poser des calculs, de mesurer les masses, le rapport de la masse avec des contreforts qui permettent de la porter, eh bien, on facilite de manière extraordinaire le choix artistique qui permet d'aboutir au projet dans le cadre du travail d'un ingénieur. Donc c'est un outil absolument nouveau qui, on le voit, ne vient pas changer la nature du choix artistique, mais vient l'aider. C'est une aide à la décision, très importante. Lorsqu'il s'agit du projet artistique vers la beauté, alors là, pour le coup, je dirais que j'ai de gros doutes. Je ne sais pas si un ordinateur pourra un jour remplacer ce que c'est que la sensibilité humaine, le goût humain, avec son intuition qui sort de lui. Je suis tout à fait persuadé qu'on pourra imiter, et on le fait déjà. Mais quant à remplacer, c'est quelque chose qui ne me paraît guère possible. La machine, en effet, elle est dans la quantité. Elle fait des calculs qui peuvent être des centaines de milliards à la seconde. L'être humain, lui, il est dans la qualité. Et seul lui est capable de percevoir. Une machine n'a pas de sensation au sens propre. On peut lui mettre une caméra, elle prend l'image, mais elle ne la voit pas. C'est de l'ordre des pixels, elle n'est pas consciente. Seul l'être humain éprouve aussi des émotions. Et seul l'être humain a une vie spirituelle, donc est capable de voir dans une œuvre le caractère symbolique, donc au-delà de la représentation, sa signification profonde. Alors, il n'empêche que l'outil a permis d'aider, malgré tout, à cela. On le voit par exemple dans la fabrication de dessins animés. Donc l'artiste dessine son personnage à un moment précis, puis il dessine 10 secondes plus tard le personnage. Et il peut laisser à l'ordinateur le soin de calculer les images qui sont entre les deux scènes. Donc c'est une aide fabuleuse, mais qui là ne touche pas directement à l'idéa. L'idéa, elle est bien portée par le scénariste, mais qui touche à la réalisation, au travail répétitif. Donc en ce qui concerne l'apparition de l'idéa, je ne sais pas si la machine pourra un jour faire autre chose que d'apporter des aides à la marge. Donc des comparaisons de couleurs par informatique, comparer ce que donne telle lumière, telle autre, etc. L'inspiration humaine avec son fruit, l'idéa, tournée vers le beau, est quelque chose de si profondément humain, si qualitatif, que je ne vois pas une machine remplacer cela, si ce n'est dans une aide extérieure, je dirais contingente. Alors par contre, là où l'outil a manifesté depuis très longtemps, depuis presque le paléolithique, depuis le paléolithique, son importance, c'est dans la phase du travail prise en elle-même. On peut dire même que sans outils, l'homme ne peut presque rien faire. Et que, au contraire, avec l'outil, presque tout lui est possible. Alors je voudrais simplement manifester, parce que ça ne serait pas le lieu de faire une histoire des outils, quoique ça serait intéressant. Donc depuis l'invention des premières armes au paléolithique jusqu'à maintenant, l'informatique, les fusées, les robots, je voudrais simplement manifester ce qu'a permis l'outil. Donc je disais tout à l'heure que le corps humain est le plus fragile de tous les corps. Imaginons que l'être humain n'ait pas d'esprit
et qu'ils vivent en Afrique au Paléolithique, comme cela. Eh bien, lorsqu'il est poursuivi par un lion, ou lorsqu'il est poursuivi par un animal sauvage, il n'a qu'une possibilité de se sauver, c'est de grimper aux arbres. Sa course est extrêmement lente. Le plus grand athlète actuel, il court bien moins vite qu'un guépard. Donc, lorsque les hominidés, qui n'avaient pas encore l'esprit, existaient sur Terre, eh bien, pour survivre en Afrique, puisque c'est là qu'apparemment ils sont nés, ils n'avaient que la possibilité de se grouper le plus possible et tout de suite d'utiliser des outils, parce que on le voit bien chez les chimpanzés, et donc ça devait être parfaitement possible chez les hominidés. Prendre un caillou et lapider la bête fauve qui attaque. Allumer du feu. On pense maintenant que les hommes, avant même l'apparition de l'esprit, donc avant que les tombes n'apparaissent, qui sont la marque manifeste de l'esprit, avaient maîtrisé le feu, qui est un outil utilitaire. Et ça explique peut-être la capacité qu'eurent ces hominidés non spirituels de survivre, alors que le corps humain est si fragile. Dès qu'est apparu l'esprit, par contre, donc la capacité de se mémoriser de l'expérience, la capacité de mettre son intelligence au service de son imagination pour inventer des nouveautés, eh bien je dirais que l'homme, plus rien ne pouvait lui résister. Aucun animal ne pouvait lui résister. L'homme est devenu capable de chasser les géants des temps jadis, à savoir par exemple les mammouths. Pour chasser un mammouth ou un éléphant actuellement en Afrique, je dirais que l'homme qui connaît, qui observe les mœurs de ces animaux, il y arrive facilement. On me racontait une méthode de chasse très intelligente. Certains pygmées avaient repéré que les éléphants mettent toujours leurs pieds à un endroit particulier du sol. Et donc, sur la piste des éléphants, ils creusaient un trou, là où les pieds n'étaient pas posés, ils se mettaient dans la poussière, couchés sur le dos. Et lorsque les éléphants passaient, brutalement, sous le ventre de l'éléphant, ils se redressaient, ils plantaient une espèce d'arme qui venait s'agripper dans la chair de l'éléphant, dans son ventre, dans les parties les plus tendres, et il restait suspendu. Dans la douleur, l'éléphant se sauvait, courait, sortait du troupeau, et très discrètement, le pygmée se laissait tomber sur la piste sans bouger, pour ne pas être, évidemment, que la colère de l'éléphant se retourne contre lui. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à le suivre de loin, jusqu'à ce que, à bout de sang, il tombe et il meurt, et on pouvait le manger. Mais je dirais que cette chasse-là, qui est très risquée, était simplement remplacée aussi par les saguets avec les propulseurs, par les arcs. Il fallait y penser. Eh bien, l'homme, il inventa tout cela. Et donc, au néolithique, qui est l'âge du début de l'agriculture, du début de l'élevage, l'outil aussi est sans cesse utilisé et est indispensable. Je dirais qu'à cette époque-là, il est nécessaire d'avoir des outils pour supprimer ou pour, comment dirais-je, amoindrir la pénibilité du travail. Parce que travailler une terre, c'est quelque chose d'usant pour le corps humain. Et donc, très vite, l'homme a l'idée de se servir de la force des animaux de trait, des bœufs, des chevaux, pour tirer une griffe qui permet d'amoindrir, d'assouplir la terre et pour y planter ses graines. L'intelligence humaine, ajoutée à son imagination, à son sens de l'observation, à sa mémoire, lui permet d'inventer toutes sortes d'outils. Mais ce sont des outils qui resteront à peu près semblables à cela, jusqu'à la révolution industrielle. Et c'est là où, brutalement, le sens de l'invention humaine va être démultiplié. D'abord parce que, en science, une méthode d'observation permet d'approcher davantage et plus profondément le réel. Et que, en conséquence, des technologies, à partir de cette recherche, sont appliquées. Des technologies complexes. Je pense à la machine à vapeur, par exemple. Cet outil-là, qui permet d'obtenir une énergie presque illimitée, donc avec la force de la vapeur, eh bien, en conséquence, on peut brancher sur cette énergie des tas d'outils. Et il n'y a plus de limite à l'invention. Donc l'imagination se met en place. Comme cet outil, il est plus puissant, il ne faut plus se contenter de matériaux comme le bois. Donc il faut l'acier.
Et d'étape en étape, on progresse. Je voudrais parler aussi d'un outil particulier qui est une nouvelle révolution. C'est l'outil informatique au XXe siècle. La caractéristique de cet outil, c'est qu'il a une finesse extrême. Ça veut dire qu'avec peu d'énergie, il est capable de commander des tâches extrêmement précises et de plus en plus précises. Donc un ordinateur couplé à un robot peut être capable, finalement, de prendre en main les tâches d'exécution que seule la main humaine pouvait faire jusqu'alors. Et donc, grâce à cet outil, on va faire disparaître peu à peu les travaux d'exécution pure avec la force humaine purement mécanique. Ce n'est pas non plus quelque chose qui change la nature du travail pris comme travail. Il reste, comme je l'avais dit dans l'analyse, quelque chose de transitif qui aboutit à l'œuvre. Mais il en change le conditionnement. La pénibilité est en passe de disparaître. Les tâches répétitives, qui demandent simplement une exécution d'ordre bestial, sont aussi en passe d'être remplacées par des tâches de plus en plus intelligentes, parce que ce que ne peut pas encore remplacer la machine, c'est l'invention du projet. Il peut aider, comme je l'ai dit, mais il ne peut pas remplacer l'imagination de l'être humain, en tout cas pour le moment. Alors il y a un autre rôle de l'outil. J'ai montré son influence sur les phases diverses de l'activité artistique. Il me reste à montrer son rôle par rapport à ce qu'on appelle le jugement critique sur l'œuvre. Ça veut dire le jugement qu'on porte sur l'œuvre en train de se réaliser ou sur l'œuvre réalisée par rapport au projet initial. Eh bien, je dirais que de la même façon, grâce à l'outil informatique de plus en plus précis, grâce à ce qui l'accompagne, des lasers qui mesurent quasiment la taille d'un atome, eh bien, on peut vérifier si l'œuvre est véritablement conforme au projet, selon la distance ou la précision qu'on décide. Elle peut être du millimètre ou du micron. Ça, c'est une question de réglage. Alors par contre, ce que cet outil ne peut pas faire, c'est venir s'immiscer dans le jugement artistique sur une œuvre d'art belle. Ça, seul l'être humain le peut. Et seul l'être humain le pourra à jamais, puisque seul l'être humain a des sensations. Je pense qu'il n'est pas né encore, l'ordinateur, capable de sentir véritablement, donc d'être conscient au point de vue d'une vie sensible. C'est quelque chose qui n'est pas près d'arriver, qui arrivera peut-être dans quelques siècles, puisque la vie sensible est liée au psychisme, et le psychisme, visiblement, est lié à un organe qu'on appelle le cerveau, et qui est présent chez les animaux. Mais même en imaginant qu'une machine soit dotée de sensibilité, elle n'aura jamais l'intelligence, au sens profond du terme. Et ça, le philosophe peut le manifester, puisque l'intelligence, c'est quelque chose qui dépasse l'organe. Par le fait que l'intelligence humaine est un objet qui n'est pas seulement sensible, mais qui est de l'ordre de la compréhension des choses. On devine en philosophie que le cerveau n'est qu'un réceptacle du psychisme commun avec les animaux, mais que l'intelligence et la volonté libre que l'homme a viennent d'ailleurs. C'est ce que disait Aristote. Or, pour qu'il y ait jugement critique sur la beauté d'une œuvre, il ne faut pas seulement avoir une sensibilité. Un chien n'est pas capable de cela. Il faut la sensibilité unie à l'intelligence. Et c'est là que peuvent s'établir le goût. Donc il y a certaines choses qui jamais ne pourront être remplacées par aucune machine. Alors ce que je voudrais voir maintenant, toujours par rapport à l'outil, c'est est-ce qu'on peut imaginer que dans une phase à venir, on invente un outil qui soit capable véritablement de remplacer le travail humain du côté de l'utilitaire. Ça veut dire que des hommes ne soient plus utiles et que des machines puissent tout faire elles-mêmes du côté du travail utilitaire. Par exemple, fabriquer toute seule un pont. On leur met à l'intérieur « je veux un pont sur cette rivière ». La machine scanne le terrain, peut-être en se servant par interaction d'un satellite, pense le pont, et ensuite des robots liés à cet ordinateur central viennent le réaliser.
Eh bien, je pense que oui, c'est une chose qui sera tout à fait possible. En effet, le travail utilitaire qui aboutit à une œuvre efficace, eh bien, il est lié à des aspects de la quantité. L'outil mathématique est très très important dans le travail utilitaire. Donc on mesure des masses, on mesure la résistance du terrain, on scanne s'il y a des failles dans le sol qui sont fragiles ou pas. On calcule les matériaux qu'il faut, les arcades qu'il faut, etc. Donc du côté de la quantité, à la rigueur, une machine peut être programmée par l'homme pour réaliser une œuvre nouvelle de A à Z. Elle peut inventer des plans. Par contre, là où aucune machine, aucun outil ne pourra jamais remplacer l'homme, c'est du côté du qualitatif. Donc du côté du jugement esthétique, du côté du projet lié à une œuvre d'art belle, et du côté de la joie de voir une œuvre belle réalisée. Donc c'est quelque chose qui est proprement humain et qui, à mon avis, jamais ne pourra être remplacé par aucune machine, parce que tout simplement, seul l'homme est capable de sensation, est capable d'intelligence. Alors si je reprends la question posée, à savoir est-ce que l'outil change radicalement la nature du travail ou est-ce qu'il ne fait que la conditionner? Eh bien je répondrai que l'outil ne fait que conditionner le travail dans son activité liée à la beauté, qu'il ne fait que conditionner le travail lié à l'efficacité, mais qu'il peut, peu à peu, remplacer certaines phases que l'homme seul pouvait faire dans ce domaine-là. Il est clair que si l'homme n'a plus besoin de mettre la main à la pâte dans certains travaux efficaces, alors on peut dire que la machine, elle a atteint son aboutissement et qu'elle a permis de créer une société où le travail devient purement une structure de loisir, quelque chose qui épanouit l'homme et qui le débarrasse complètement de toutes les contingences de pénibilité.